futur, ce que simplement l'analyse des données du passé a plus de mal à faire. Et quand on regarde les flux d'énergie additionnels qui proviennent de l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce sont des flux d'énergie, ce sont des quantités d'énergie que l'on peut mesurer, eh bien on a pour le CO2 et les gaz à effet de serre un flux d'énergie qui est de 10 à 20 fois plus important que le supplément de flux d'énergie qui vient du Soleil. Donc oui, le Soleil, les fluctuations du Soleil a un certain rôle dans le réchauffement, tout à fait, mais c'est un rôle qui est beaucoup moindre, c'est de l'ordre de 5% peut-être du total de l'effet. Ce qui veut dire que le GIEC a conclu, non pas comme M. Courtillot l'a dit, que le CO2 et les gaz à effet de serre étaient probablement la cause principale du réchauffement des 50 dernières années, mais au contraire, il a dit ça, c'est ce qu'il disait en 2001, ce qu'il a dit en 2007, c'est qu'il était très probablement, ce qui veut dire 9 chances sur 10 que cela soit correct. Alors quand on vous dit, après un processus aussi élaboré que celui du GIEC, qui tient compte de milliers de commentaires, qui fait travailler ensemble des milliers de scientifiques, quand les conclusions de ces milliers de scientifiques sont, il y a 9 chances sur 10 que le principal facteur ce soit les gaz à effet de serre, et je crois qu'il faut en tenir compte calmement et probablement se mettre à agir. Alors en ce qui concerne l'évolution de la température des 10 dernières années, là je crois que M. Courtillot va voir très rapidement dans les années qui viennent que c'est une fluctuation, presque sans intérêt. Le climat, c'est une notion qui est définie sur une période de 30 ans typiquement. Donc il y a évidemment des fluctuations autour de la moyenne, et quand on prend 2 points particuliers dans une courbe qui a des fluctuations et qu'on les compare, c'est très facile, quand on choisit les points de manière très sélective, d'avoir l'impression qu'il y a une baisse. Oui, c'est-à-dire qu'entre 98 et 2008, ça baisse, voilà, alors exactement. qu'entre 98 et 2009, ça monte. Mais enfin, la pente, c'est ça. Voilà, 98, c'était une année par laquelle la température mondiale était influencée vers le haut légèrement par un événement El Niño dans le Pacifique, avec une augmentation locale de la température qui avait un effet sur la température moyenne du globe. Et 2008, au contraire, c'était le phénomène inverse qu'on appelle la Niña. Et donc, quand on compare 1998 et 2008, ce sont 2 points qui sont choisis pour tirer des conclusions qui sont tout à fait incorrectes. L'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui se base sur des données qui viennent des services météo du monde entier et qui ne viennent pas d'un centre de recherche, qu'il soit en Angleterre ou ailleurs, vient d'annoncer que les calculs préliminaires à propos de la moyenne de la température de 2009 allaient montrer que 2009 était la 5e année la plus chaude depuis qu'on fait des mesures, il y a 150 ans. Donc, dire que le climat ne se réchauffe plus et que la tendance des 10 dernières années montre que le climat a arrêté de se réchauffer, c'est tout à fait incorrect. Jean-Pascal Van Ypersel, vous ne pouvez pas voir Vincent Courtillot ici en studio, mais il fait des gestes, il n'est absolument pas d'accord avec au moins une partie, j'imagine, de ce que vous êtes en train de dire. Je lui donne la parole. Une question ensuite de Bernard Guetta. Vincent Courtillot, rapidement, s'il vous plaît. Mes gestes sont là simplement pour ne pas interrompre vocalement mon collègue, et je trouve ça tout à fait normal. Bien sûr, et c'est important, et je dirais même certains climatologues l'oublient et certains commentateurs l'oublient, le climat se définit comme la moyenne sur 30 ans. Donc déjà, toute personne qui vous raconte que telle année par rapport à telle année c'est tel truc, tant qu'ils ne sont pas en train de regarder une moyenne sur 30 ans, ils sont en train de vous parler de la météo, ils ne sont pas en train de vous parler du climat. Deuxième point, quand on vous dit que l'année 2008-2009 est la 5e plus chaude, c'est évident, on vient de passer 30 ans d'un réchauffement considérable et incontesté de 1970 environ à 1998. Même si on élimine cette année 98, il suffit d'aller regarder les données. Sur les 10 dernières années qu'on enlève 98, 2009, etc., la pente est ou plate ou en décroissance. Et depuis 10 ans, il est incontestable que les observations s'écartent de plus en plus du modèle qui a été proposé par le rapport du GIEC. Alors, quand mon collègue me dit « vous allez très vite revoir les choses remonter », je dis « attendez, moi justement, je m'attache aux observations. Depuis 10 ans, les observations viennent de contredire vos modèles. C'est vrai sur une période courte, attendons. Il se trouve que le Soleil vient de faire pareil. Alors en effet, donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. » Bon, je disais tout à l'heure que France Inter n'était pas un laboratoire scientifique, mais tout de même, le débat y est de très bonne tenue. Bernard Guetta, essayez de rester au niveau. Bon, je vais descendre un tout petit peu, oui. en tout cas en matière scientifique. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Non. Je voudrais demander à Jean-Louis Borloo et au professeur Van Ypersel ce qu'ils pensent de l'idée selon laquelle le réchauffement climatique pourrait avoir des effets aussi bénéfiques dans certaines régions que catastrophiques dans d'autres. Jean-Louis Borloo.
Il y a le vice-président qui me fait signe. Alors, qui Jean-Pascal parle. Van Ypersel. Écoutez, le GIEC est très clair sur ces questions-là, n'a aucun préjugé, essaye de prendre toutes les données qui viennent de la littérature scientifique de la manière la plus calme et la plus objective, la plus posée possible, et donc regarde aussi les effets positifs. Il y aura une diminution, par exemple, de la mortalité en hiver dans les pays où il y a des hivers froids, il faut s'en réjouir, d'accord? Mais, cela étant dit, le GIEC a aussi fait le bilan des effets positifs et des effets négatifs et est arrivé à la conclusion très claire dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, la santé, les ressources en eau, etc., que le bilan était négatif, même quand on tenait compte calmement des quelques effets positifs qui devaient avoir lieu. Donc oui, effectivement, en Scandinavie, on peut peut-être se réjouir de certains effets positifs, mais ce n'est pas du tout une raison pour conclure à l'échelle mondiale que le réchauffement est une bonne chose. Est-ce que la Sibérie, par exemple, pourrait devenir arable ? La Sibérie pourrait se mettre à relâcher des quantités très importantes de méthane, par exemple, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour le climat mondial, parce qu'il y a du méthane qui est piégé dans le pergélisol pour le moment, c'est un exemple. Et par ailleurs, la plupart de leurs constructions ont fait l'hypothèse que le sol allait rester gelé, et donc il y a beaucoup de bâtiments en Sibérie pour le moment qui sont en train de pencher et qui sont prêts de s'effondrer, parce que le sol est en train de dégeler tout doucement. Donc, vous savez, même en Sibérie, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'elle pourrait devenir arable ? Attendez, Oui. j'ajoute par ailleurs. Jean-Louis Borloo. J'étais à Moscou avant-hier avec la plus grande partie du gouvernement de la Fédération de Russie. Il faut savoir que 30% des infrastructures ferroviaires en Sibérie sont aujourd'hui, commencent à être impactées par ce sujet-là. Si les Russes ont décidé que ce sera le président Medvedev qui sera présent à Copenhague, ce n'est pas pour rien, même si évidemment, quand on est à Moscou, la notion de réchauffement climatique n'est pas perçue du tout de la même manière qu'à Dhaka au Bangladesh ou à côté du lac Tchad. Je voudrais vraiment répondre sur le fond à cette question. Premièrement, qu'il y ait une incertitude scientifique probablement. Il se trouve que le monde politique, l'ONU, a décidé d'organiser un groupe scientifique de 2500 scientifiques du monde entier pour essayer d'éclairer la décision. De manière extrêmement transparente et très largement majoritaire, ils disent attention. Et donc nous, on prend cette information, on ne prend pas le risque qu'il y ait un point de doute quelconque. La deuxième observation, c'est que on ne peut pas parler de tout ça avec autant de désinvolture. Il faut aller au Bangladesh pour voir ce qui se passe. Il faut voir le retrait de la forêt guinéenne pour comprendre ce qui se passe. Il faut aller au bord du lac Tchad pour comprendre ce qui se passe. Le problème des réfugiés climatiques n'est pas un mot pour conversation de salon. C'est une absolue réalité. C'est l'équilibre du monde qui est en cause. Et j'ajoute que Copenhague, c'est à la fois la réduction des gaz à effet de serre qui, de toute façon, nous fait entrer dans une économie plus mesurée, plus sobre, utilisant moins d'énergie fossile. Et il n'y a pas un scientifique au monde qui me persuadera que bombarder l'atmosphère de gaz à effet de serre ou de gaz carbonique est une très bonne nouvelle pour nos mamans, pour nos enfants, pour la qualité de l'air et pour les risques de chaos climatique. Donc en tout cas, les quelques doutes scientifiques qu'on peut entendre, et ce matin d'ailleurs sur France Inter, ne vous empêchent pas d'agir dans le sens dans lequel vous agissez, Jean-Louis Borloo. Non, parce que qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme alternative ? Faire des voitures qui consomment 15 litres au 100, qui émettent de plus en plus de gaz carbonique, faire des bâtiments qui soient des passoires thermiques, avoir systématiquement de l'énergie, du charbon ou du pétrole. C'est ça ce qui devrait être la conclusion d'une telle analyse. Mais c'est une pure folie. Vincent Courtillon, dans la dernière minute, je dirais que ce que vient de dire répondre. le ministre, ce que vient de dire le ministre, évidemment, dans les dernières minutes, c'est une liste de choses éminemment raisonnables et sympathiques et désirables. Le problème, c'est que là est fait un lien qui n'est pas un lien causal. Je voudrais dire rapidement une chose sur le principe du GIEC. Je croyais à l'origine que faire un grand groupe de scientifiques pour obtenir ce raisonnement que l'ONU souhaitait, c'est à la fois généreux et astucieux. Et puis je me suis penché sur le problème de savoir si ce mécanisme aurait fonctionné au XXe siècle. Prenons 4 grandes découvertes: la dérive des continents, la mécanique quantique, la relativité généralisée, le code génétique.
dit que si on avait fait un GIEC dans chacune de ces découvertes, on aurait eu la réponse véritable au bout de 10 à 60 ans. La dérive des continents, il a fallu 53 ans pour l'avoir. La climatologie est jeune. Dire qu'avec le GIEC, on a la vérité en 10 ans n'est pas raisonnable.